7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, le 23 janvier, le Conseil des ministres décidait que le projet de réforme des retraites prendrait la forme d'une loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Ce format législatif inédit n'est pas sans conséquence sur la procédure en cours. Il laisse également la possibilité au gouvernement d'avoir accès à certains articles de la Constitution. Après le désormais célèbre 49.3, un article en particulier alerte les juristes et l'opposition, c'est le 47.1. Bonjour Laureline Fontaine. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes professeur de droit constitutionnel et vous allez bientôt publier La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel aux éditions Amsterdam. Il faut tout d'abord faire le point sur ce cadre législatif dans lequel est discutée cette réforme des retraites. Expliquez-nous. Alors, donc le gouvernement, comme vous le disiez, a choisi de recourir à un projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est-à-dire donc de recourir à l'article 47.1 de la Constitution. C'est un article qui organise une procédure spéciale pour adopter cette loi. Parce que la Constitution prévoit plusieurs types de lois. Il y a des lois ordinaires, il y a des lois organiques, il y a des lois de finances, des lois de financement de la sécurité sociale, et chacune obéit à une procédure. Et chacune, surtout, implique des droits différents du gouvernement ou du Parlement dans la procédure. Et là, ce qui semble agiter beaucoup le monde des constitutionnalistes, notamment, mais pas seulement, eh bien, c'est le fait que ce projet donne des droits, on va dire, un peu exorbitants au gouvernement, puisqu'on peut tout à fait imaginer que la loi, à la fin, ne soit pas adoptée par le Parlement, mais qu'elle puisse quand même être mise en œuvre par le gouvernement par voie d'ordonnance. Alors, on n'en est pas là, mais en tout cas, c'est une possibilité qui n'existerait pas normalement pour une loi ordinaire, comme l'avaient été les réformes des retraites précédentes. Laureline Fontaine, pourquoi le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pourquoi ce projet de loi est-il soumis à une procédure spécifique ? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette loi relative au financement de la sécurité sociale ? Pourquoi disposition particulière pour cette loi ? Alors, à l'image des lois de finances, donc ce sont toujours des projets qui sont déposés par le gouvernement, puisque ce que demande le gouvernement par là, c'est de pouvoir agir. C'est de pouvoir, pour les lois de finances, par exemple, percevoir des recettes, engager des dépenses. Et pour la sécurité sociale, c'est la même chose. Il doit financer la sécurité sociale d'une certaine manière et donc avoir l'autorisation de procéder à des dépenses, de percevoir des recettes d'une certaine manière. Et donc, pour cette raison, on estime que le Parlement ne doit pas pouvoir bloquer définitivement les projets et la possibilité d'agir pour le gouvernement. Et donc, l'idée, c'est que la loi, à un moment donné, doit être adoptée, généralement en fin d'année, pour qu'au 1er janvier, eh bien, on puisse exécuter ce qui a été prévu. Et si ce n'est pas le cas, si le Parlement ne vote pas, le gouvernement peut agir seul. Voilà la raison pour laquelle on a choisi cette procédure. Et on voit bien que s'agissant de la réforme des retraites, eh bien, il n'y a pas une telle urgence. Et c'est ça, évidemment, qui pose problème. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'on pourrait imaginer que l'esprit de la loi est contourné dans cette procédure ? Alors, complètement. Je voyais sourire. Oui. Alors, l'idée, quand même, c'est que ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est que il me semble que le gouvernement transpose à l'échelle nationale et constitutionnelle une pratique qui existe à l'échelle internationale, s'agissant des grands opérateurs économiques. C'est-à-dire qu'ils prennent le droit pour un marché. Et quand on fait son marché, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on choisit le produit le moins cher. En général, on compare, on crée de la concurrence, donc. Et donc, on choisit, les grands opérateurs économiques choisissent de s'implanter dans tel et tel pays en fonction du droit qu'ils trouvent favorable, et donc, en général, en fonction du moins-disant social. Eh bien, le gouvernement fait la même chose à propos de la Constitution. Il fait son marché sur la Constitution, il regarde les différentes règles, et il choisit celle qui va être la moins disante démocratiquement. On pourrait vous rétorquer qu'il n'est pas interdit d'être habile, comme on dit. Le 47.1, dans ce contexte-là, Laureline Fontaine, à quoi pourrait-il servir ? Dans ce contexte, il sert, ça on l'a déjà dit, à raccourcir les débats, bien sûr, à limiter
la capacité on va dire, d'amendement des parlementaires, parce que là, on est le 3 février, il me semble. L'Assemblée nationale a jusqu'au 12 février pour se prononcer définitivement sur le texte, en sachant que l'examen en commission se termine le 6 février. Donc ça fait peu pour une réforme de cette ampleur-là. Si l'Assemblée ne s'est pas prononcée, le texte passe directement au Sénat, et c'est le texte du gouvernement qui passe au Sénat, c'est pas le texte proposé par l'Assemblée nationale, qui lui-même aura 15 jours. Et qui plus est, alors je sais qu'Elisabeth Borne a précisé qu'elle n'emploierait pas le 49.3, mais en tout cas, passer aussi par un projet de loi de financement de la sécurité sociale permet aussi une utilisation illimitée du 49.3. Bon, c'est-à-dire que si on voulait résumer, on pourrait dire que l'utilisation du 47.1, du fait de l'inscription de la réforme des retraites dans ce projet de loi rectificatif, aurait pour effet de raccourcir les débats et de faire passer beaucoup plus facilement cette réforme, Laureline Fontaine ? C'est exactement ça. C'est pour ça que le gouvernement a choisi cette procédure. Accélération du débat, possibilité d'utiliser l'article 49.3 et in fine même, alors bien sûr j'imagine que ça n'est pas ce qu'il souhaite, mais in fine, possibilité même d'engager cette réforme sans l'accord du Parlement. Mais constitutionnellement, c'est parfaitement légitime. Je ne suis pas d'accord avec cette version-là. Ça n'est pas parce qu'on peut utiliser une règle. C'est comme les avocats qui cherchent des niches fiscales ou des choses comme ça pour leurs clients et qui sont vraiment, on va dire, plus ou moins dans les clous de la légalité, mais c'est complètement à côté, effectivement, de l'esprit de la loi, de la raison pour laquelle ces règles existent. Parce que c'est quand même, faut quand même pas oublier que le droit, c'est pas simplement des procédures. Il y a du fond derrière. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi le Conseil constitutionnel n'attaquerait-il pas cette manière d'utiliser le projet de loi rectificatif de financement de la sécurité sociale ? Alors, il faut préciser que la conférence des présidents de l'Assemblée nationale avait la possibilité, lorsque le projet a été déposé, de saisir le Conseil constitutionnel pour dire qu'elle n'était pas d'accord avec ce que prévoyait la loi organique et donc avec le fait qu'on utilise cette procédure pour une réforme des retraites. Elle ne l'a pas fait. À la fin de la procédure, lorsque la loi sera adoptée ou considérée comme adoptée, les parlementaires auront la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel de cette question-là. Pour être totalement honnête, je n'ai pas tellement confiance dans le Conseil constitutionnel. Disons que ce n'est pas une institution très fiable. Vous avez annoncé mon livre tout à l'heure qui en Absolument, parlera. qui semble critique. Assez critique, ce que j'allais dire, on peut vous y alliez fort. Exactement. Ça n'est pas une institution fiable en tant qu'elle est un contre-pouvoir. C'est-à-dire que, ces derniers temps, ces dernières années, elle a beaucoup déjoué les pronostics des constitutionnalistes sur la constitutionnalité des lois dont il était saisi. Mais pour une assez bonne raison, c'est que finalement, le Conseil jauge toujours, on va dire, l'opportunité politique de valider ou d'invalider la loi. Une remarque en conclusion, je sais qu'elle ne va pas plaire à la constitutionnaliste que vous êtes, Laureline Fontaine, mais il y a aussi un prix politique, un coût politique éventuellement à l'utilisation de ce 47.1. Qu'est-ce que vous entendez par coût politique ? Eh bien, le fait que il y a une manière finalement d'utiliser un article qui correspond au 49.3. On sait que l'utilisation du 49.3 est parfois mal perçue par une partie de l'opinion. Finalement, l'utilisation du 47.1 pourrait ramener le gouvernement à une situation comparable. Oui, c'est sans doute le cas. Et on dit d'ailleurs que, pour le coup, l'utilisation du 49.3 à la fin, et c'est ça qui est incroyable, permettrait de redonner la main, finalement, à l'Assemblée nationale. Merci Laureline Fontaine. Et donc, dans quelques jours, vous allez publier ce livre, La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel. C'est aux éditions Amsterdam.